La seule différence majeure qu'il y a entre quand moi j'y étais et maintenant, ça porte un nom, c'est la précarité. Il y a de la précarité partout. Il y a de la précarité chez les gens qui font les médias, qui parlent, qui s'expriment, qui montrent les jeux. Il y a de la précarité chez les éditeurs. Il y a de la précarité chez les auteurs. En fait, le vrai problème, c'est la précarité, c'est pas autre chose. La confrérie du temps. Ils ont détruit l'histoire, à vous de la réparer. Bonjour, moi c'est Mathieu de Ludiconcept. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Et si la France disparaissait? Et si elle n'avait jamais existé? Et si vous étiez les seuls à pouvoir empêcher ça? Bienvenue dans la confrérie du temps, un jeu dont vous êtes le héros à mi-chemin entre le roman interactif, l'escape game et le jeu de société. L'Ordre des Alignés, une organisation secrète, manipule le temps pour transformer l'histoire à son avantage. Leur but, prendre le contrôle du présent. Votre mission, rétablir le cours de l'histoire en résolvant les dystopies que les Alignés s'efforcent de créer. Pour cela, vous serez aidé par Albert Robida, un célèbre inventeur génial, et sa Temporalis Machina. La ville de Compiègne est votre terrain de jeu, vous pourrez l'explorer librement, mais également rencontrer des figures historiques comme par exemple Jeanne d'Arc ou encore Napoléon et bien d'autres personnages dans les 4 époques à visiter que vous propose le jeu. Mais gare aux alignés, car dans l'ombre ils tirent les ficelles et ils vont vous faire subir de la menace temporelle. Pendant la partie, vous trouverez des objets que vous placerez dans votre sac à dos, ils vous aideront dans votre aventure. Vous trouverez également des indices qui vous aideront à résoudre les dystopies. Et vous aurez toute une série d'énigmes à résoudre. Quant à la règle du jeu, elle est sous la forme d'un tutoriel pour vous expliquer la règle en même temps que vous jouez. Alors la confrérie du temps, c'est un projet qui est un petit peu particulier pour nous, parce que Ludiconcept, c'est un éditeur indépendant. On est une équipe de 6 auteurs et illustrateurs à avoir travaillé sur le jeu. La majorité sont salariés de Ludiconcept, et le jeu est fabriqué en Espagne, et il est également certifié FSC, qui est un label éco-responsable. Pourquoi? Parce qu'on défend une autre manière de faire du jeu de société, une manière qui soit plus juste pour les créateurs et également plus ambitieuse pour les joueurs. On veut créer des œuvres culturelles, des jeux qui aient un parti pris et qui proposent quelque chose de différent de ce qui existe déjà. Et on espère que vous serez sensible à cette démarche. Vous pouvez acheter le jeu en vente directe sur ludiconcept.fr. Le jeu est à tirage limité puisqu'on a édité seulement 500 boîtes. Vous pourrez également le retrouver à Compiègne puisque la ville de Compiègne est partenaire du jeu. Si vous aimez les énigmes, les histoires qui vous embarquent vraiment et les jeux qui prennent le temps de se vivre, alors la confrérie du temps est faite pour vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle table ronde. Le jeu de société a-t-il besoin de journalistes ou seulement de passeurs? Avec moi aujourd'hui, j'ai donc Monsieur Fall, qui a fondé et dirigé le site Trick Track, le média Trick Track, on pourrait dire, puisqu'il y a pendant plus de 20 ans des milliers d'articles, des centaines d'émissions, une manière incarnée et joyeuse de parler des jeux qui a façonné toute une génération de créateurs de contenu. Si je puis me permettre, d'ailleurs hier en off, tu as dit que tu étais une sorte de Dorothée. Je sais plus qui m'a dit ça en fait. Je l'ai repris. C'est pas toi qui me l'avais dit peut-être? Ah peut-être. C'est peut-être toi qui me l'as dit, hein. Et avec nous, il y a donc Martin Pierre qui a été journaliste, on peut dire comme ça, pendant 15 ans, donc tu as été formé à l'école de journalisme de Strasbourg, tu es passé par Radio France, et des radios d'ailleurs associatives. Tu es aussi auteur du jeu 36 heures à la rédac, La disparition de Mathéo. Et donc aujourd'hui, tu fais de l'éducation aux médias. C'est ça, moi j'utilise le jeu de société ou ce qui va être de l'ordre du serious game, peu importe la chapelle, hein, mais en tout cas des supports qui changent un petit peu du scolaire pour parler comme nos camarades de Carte Aventura, de thématiques sérieuses ou de choses qui sont au programme, mais aussi dans l'environnement des publics adultes et seniors. Et ça, c'est aussi un public intéressant pour jouer. Donc pour démarrer, je vais commencer par Monsieur Fall parce que tu as toujours dit que tu n'étais pas
journaliste. C'est une position constante chez toi. Et pourtant, on l'a dit, tu as dirigé quand même le média de référence du jeu de société français. Qu'est-ce que tu refusais exactement dans ce titre? Il suffit d'écouter ce qu'a dit notre camarade Martin. Il a fait des études de journalisme et donc il est allé à l'école, il a appris le journalisme, c'est-à-dire qu'il a appris des règles de journaliste, comment ça marchait, des règles qu'on connaît tous plus ou moins si on a été attentif, plusieurs sources, recouper, être sûr de son info, comment la traiter. Bref, c'est un vrai savoir. Ça dure combien des études de journaliste? Alors, en fait, c'est assez paradoxal parce qu'il y a que 30% des journalistes qui ont une carte de presse. Ils sont 34 000 à être passés par une école de journalisme. Donc, c'est encore un métier qui est très ouvert où, en fait, en pratiquant ce métier, on est journaliste parce qu'on le pratique. Donc, moi, mon diplôme, aujourd'hui, comme je ne travaille plus dans le monde des médias, il me sert à rien. C'est un beau papier dans un cadre. Mais je redeviendrai journaliste quand je vais me remettre à faire du journalisme pour de la radio ou autre. Donc, c'est un métier qui est encore ouvert, mais effectivement, c'est à Bac+3. Donc, c'est 2 années de plus, un master pour les 15 écoles qui sont reconnues en France. Donc, t'imagines bien que pour un gars qui a pas son brevet des collèges et qui a été arrêté d'écouter en 6e, je suis loin de posséder le savoir et les connaissances de quelqu'un qui a fait des études. Ceci étant, je comprends tout à fait ce que tu as dit et pourquoi il y a autant de journalistes qui n'ont pas fait d'école, parce que c'est une façon de traiter l'information. Donc, ça peut s'apprendre sur le tas, puisque on peut devenir journaliste sans avoir fait d'études, mais ce que je savais, ce que me disaient les gens, ce que tu laisses transparaître dans ton regard quand tu annonces tout ça, oui, on faisait un métier qui pouvait s'apparenter au journalisme, mais là, on va avoir un biais qui est personnel. Pourquoi je refusais l'étiquette de journaliste? Parce que être journaliste, ça veut dire suivre un schéma, des règles qu'on peut pointer si tu les as pas suivies. Donc, on a des attentes d'un journaliste. On attend d'un journaliste qui fasse ceci ou cela. Et moi, c'est un biais que j'ai. Je refuse de devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Donc, si tu me dis, en tant que journaliste, t'aurais dû faire comme ci, comme ça, ou en tant que journaliste, je dis non, je ne suis pas journaliste, ce qui explique en général, la pauvreté de mon travail, parce qu'un vrai journaliste, il aurait fait comme tu as dit, ça t'aurait satisfait. Donc, va voir des journalistes. C'est pour ça que j'ai refusé avec ces deux angles, le fait d'être considéré comme un journaliste. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse considérer, parce que malgré cela, je connaissais les règles du journalisme et ce sont, en vérité, ce sont des règles de bon sens, les règles de journaliste. Donc, si tu as un peu de bon sens, tu vérifies tes trucs et t'appliques ce qui peut ressembler ou s'apparenter à le journalisme. Voilà. C'est, Avant justement de passer peut-être tu voulais, vas-y. Oui, alors il y a les règles de bon sens qui sont aussi celles qu'on va développer dans n'importe quel métier au contact de ses clients, de son public, etc. Et de l'expérience aussi qu'on a parce que c'est des métiers dans lesquels il y a des gens qui ont fait d'autres choses avant, qui ont d'autres carrières et ça enrichit. Comme on a cette diversité dans le monde du jeu où on se retrouve avec des gens ah bon, il y a qui a fait des études de jeu là dans la salle? Il y a personne ou très peu. Enfin, moi je lève la main parce que j'ai fait un DU sur le jeu, mais c'est des offres qui existent depuis pas très longtemps. Et donc on va continuer de mixer ce public. En revanche, sur les journalistes qu'on va apprendre en école et ce qui est assez important là, c'est les droits de la presse, la déontologie, le respect du droit à l'image ou des choses comme ça, qui de toute manière, il y a un moment tu te poses la question. Parce que tu te dis, attends, là, je filme quelqu'un, est-ce que, comment ça va se passer? Puis lui, il te dit, et lui, si toi, tu sais pas, il te dit. Donc, c'est ces petites choses-là où on a ce bagage qui est aussi théorique, parce que c'est très intéressant de dire, il faut recouper ses sources. Ouais, explique-moi comment tu fais maintenant. Et là, on va voir si c'est vrai que tu recoupes. Mais c'est pour ça, c'est un flux et en même temps, il faut laisser ses portes ouvertes parce que sinon, on se retrouve avec que des gens issus des écoles qui pensent la même chose, puisque c'est souvent les mêmes profils sociologiques, les mêmes études, les mêmes types de personnes, etc. Et il y a un entre-soi qui est déjà présent, donc qu'on retrouve après dans les médias évidemment, et donc d'ouvrir la porte de temps en temps, même une porte au fond, là, ça fait du bien, ça fait de l'air frais, quoi. Et bien donc justement, je reviens sur toi Martin parce que on l'a dit, donc tu as passé une bonne partie de ta carrière dans le journalisme et donc vous allez comprendre pourquoi j'ai ces deux invités à côté de moi. Le jour où tu as voulu défendre donc ton métier face à la défiance du public,
bah, tu n'as pas écrit un article, tu as fait un jeu. Qu'est-ce que le jeu fait que l'article ne faisait plus? Ça, c'est me rémunérer, ça marche pas. Ça marche pas, ça faisait pas, ça le fait toujours pas, mais hem, en fait, c'était déjà le manque de ce type de matériel dans moi, ce qui est la grande thématique de mon métier, qui est l'éducation aux médias, à l'information. En gros, comment on parle de tous ces messages informationnels, qu'ils arrivent par le cinéma, par ton réseau social ou par autre chose. Ce que ça fait sur toi, tes émotions, puis peut-être parfois ton vote aussi. Mais l'idée là, c'était quand même d'expliquer des bases, ce bon sens. Qu'est-ce qu'on y met derrière en fait? Parce que à coup de bon sens, on peut parfois pas aller très très loin. Mais là, c'était comment ça va s'incarner. Et donc l'article, moi j'étais journaliste de sport, hein. Ma spécialité, c'est d'analyser des résultats de rencontres et des choses comme ça, parce que j'avais pas envie de faire aussi plein d'autres sujets qui, j'estime, sont difficiles à traiter dans le cadre d'un média, de PQR ou dans le cadre de l'écosystème médiatique actuel. Et donc, c'est aussi prendre le temps. Alors le journal papier, on prend le temps, mais maintenant on le lit principalement, et tant mieux, les temps changent, sur un smartphone, une tablette ou un écran. Mais là, c'était se poser pour 1 heure, et puis voir un petit peu si on peut, hem, reprendre ce bon sens ou ce qu'on entend derrière, ces règles de déontologie, parce que c'était un des points forts du jeu, c'était de parler de la déontologie journalistique et des différentes dérives, puisque le but, c'est aussi d'offrir un espace de parole aux usagers du jeu, aux participants et donc aux joueurs, et donc d'avoir tous ces moments à côté, en fait. Il y a le jeu et puis le reste, on sait que c'est quand il est utilisé dans la ludopédagogie au sens très large, on va avoir besoin quand même de mettre en place une séance, et c'est pas que le jeu qui vit par lui-même. Et donc c'est ça qui me permet peut-être de prendre un pas de côté, un peu de recul sur la situation qui est frénétique dans le monde de l'actualité, surtout si on s'intéresse à la géopolitique ou que ça vient nous percuter comme ça, mais ça peut faire mal un peu. Donc si je résume, en fait, l'homme qui a dirigé le média de référence refuse le mot de journaliste et le journaliste de métier a choisi un jeu pour exercer le sien. Mais du coup, on va quand même aller sur la définition, en fait, de journaliste. Pas l'image, mais vraiment la définition. C'est quoi un journaliste? Ah ben, un journaliste, c'est quelqu'un qui fait et qui vit régulièrement de son métier de journaliste, point. Ça, c'est le code du travail. Donc tu es journaliste parce que tu fais ce travail de journaliste. Ensuite, à quel endroit tu le fais, c'est quand même important, et ça, c'est un des nœuds du problème, hein. C'est-à-dire que, le ministère de la Culture va regarder, est-ce que les médias sont des titres de presse? Donc, emploi des journalistes, les rémunère à la juste rémunération, et cetera. Et ensuite, tu peux être validé, en tant que média pour recevoir notamment des aides à la presse, hein. Et donc, il faut que les gens travaillent dans un média qui soit reconnu, hein, et qui, va employer des journalistes avec un certain nombre de respect d'une déontologie qui est à géométrie variable. Elle est écrite, il y a plusieurs textes, ça s'appelle des chartes de déontologie. La plus connue, c'est celle de Munich. Mais dire, je sais pas, un journaliste digne de ce nom ne doit pas mentir. OK, ça tient en une ligne, c'est hyper facile à comprendre. Bon, après, c'est plus compliqué dans le traitement de l'actualité. Parfois, c'est du mensonge par omission, hein. Non, on savait pas que le nuage de Tchernobyl, il allait pouvoir passer la frontière, on savait pas. Mais parfois, c'est aussi parce que il y a des intérêts des propriétaires de médias ou des pressions, hein, et ça, elles sont réelles dans le monde du jeu, dans le monde des médias. Donc c'est là aussi, on peut parler de bon sens, tout le monde le sait. Mais de temps en temps, ça mérite de revenir sur ces définitions. Donc un journaliste, il vit de son activité de journaliste. Après, ils sont 34 000 avec une carte de presse. On estime qu'il y a peut-être 30 000 journalistes qui passent de l'un à l'autre une année sur deux, qui ont la carte, qui l'ont pas, et qui en fait font ce métier sans même la demander. Il y a des gens qui ont une carrière entière de grands reporters et qui l'ont jamais eu. Il y a des gens qui ont eu des prix. Albert Londres, la meilleure récompense en France du journalisme, et qui n'ont pas la carte de presse. Ils sont partis en Syrie chercher des djihadistes et leurs familles. Je peux te dire qu'ils ont fait un vrai travail de journaliste, mais par contre, on leur a jamais donné. Parce qu'en fait, il faut que tu puisses montrer que tu gagnes plus de 50% de tes revenus par cette activité de presse dans un média reconnu. Et je sais pas, moi, si tu as écrit un livre formidable ou tu as créé un jeu qui te rapporte énormément d'argent, ce qui est quand même assez rare, mais ça peut arriver. Et si tu gagnes plus de revenus par ton activité de formateur, de jeu, de prof ou autre,
tu peux plus être journaliste. Ta majorité, elle est ailleurs. Donc, il y a des gens qui sont à la limite des 50%. Puis parfois, il faut que ça soit régulier, c'est-à-dire que plusieurs mois de suite, il faut que tu puisses montrer que tu gagnes ce revenu pour ne pas avoir des gens qui font une mission de journaliste dans l'année et un peu de com ou des choses comme ça. Et ça, c'est la commission de la carte de presse en France qui décide chaque année. Donc, on envoie, les journalistes envoient chaque année tous nos feuilles de paye. Et on fait le petit calcul et notre petit coefficient, notre petit pourcentage, savoir si on gagne plus de 50% de nos revenus par une activité de journalisme. Tu vois, c'est simple, mais ça se complique après. J'ai nommé la table ronde par est-ce que le jeu de société a besoin de journalistes ou de passeurs. Est-ce que, par exemple, Trick Track était un passeur du coup? Ah, moi, je pense. Définis-moi ce qu'est un passeur, et je te dirai. Ah ouais? J'étais pas là? Ah, c'est quoi un passeur? Un passeur, c'est un influenceur. Un passeur, c'est le contraire, en gros, du journaliste, c'est-à-dire, il est juste là pour promouvoir, pour D'accord, mais sa motivation du passeur, c'est quoi? partager sa passion, on peut dire ça. Alors, Le mot passion je l'ai dit à de multiples reprises, je ne suis pas un passionné de jeu. Je suis joueur, je joue, j'aime jouer, mais je ne suis pas passionné. J'ai déjà expliqué 1000 fois pour quelle raison. Donc, ma motivation de présenter des jeux n'était pas de répandre ma passion, puisque j'en ai pas. Voilà. Donc, est-ce que on était des passeurs? J'ai toujours pas compris ce que c'est qu'un passeur. C'est-à-dire, quand Trick Track s'est créé, l'idée, c'était, on est joueur, on n'a plus aucun moyen de se renseigner sur les jeux. Ok, je suis consommateur. Moi, j'aime jouer. Un jeu, ça coûte cher. Je peux pas y jouer dans le magasin forcément, donc je dois choisir un jeu. Donc, l'idée de Trick Track, c'était les joueurs parlent aux joueurs. On va donner un maximum d'informations pour que chacun puisse trouver le jeu qui lui convient sans se tromper. Ok? À aucun moment, l'idée de Trick Track, ça a été de dire, tiens, nous allons voir des éditeurs, on va prendre leurs produits, donc je le prends à l'éditeur, je le passe devant la caméra, regardez les gars, il y a l'éditeur, super jeu, et je le repose. Là, j'ai passé le jeu. C'était pas ça l'intention de Trick Track. La première intention de Trick Track, c'était de gagner de l'argent pour nourrir ma famille. Première intention. Deuxième intention de Trick Track, écoute, on aime jouer, on va parler d'un truc qui nous plaît. Il y a un problème, il y a plus rien pour parler de jeux. Nous, le Mobs travaille dans un magasin de jeux, il s'équipait en Allemagne, donc on avait des jeux qui venaient d'Allemagne, personne n'en parle, on va en parler, il y a un nouveau média qui arrive, c'est Internet. Donc notre premier truc, c'est les gens qui nous écoutaient. Ok? On est détaché de l'industrie. Un jour, je reçois un message de quelqu'un qui me dit, pourquoi tu parles pas de mon jeu? Qui tu es? Bah, je suis un éditeur. Et tu parles pas de mon jeu. Bah ouais, mais je le connais pas, moi, ton jeu. Mais pourquoi tu parles des jeux des autres? Bah, parce que j'y ai joué. Soit je l'ai acheté, soit mon camarade l'a reçu à la boutique, donc on y a joué, il nous plaît, on en parle. Je m'en fous, t'existes pas en fait. Ouais, mais j'aimerais bien que tu parles de mon jeu. Bah, envoie-le. Et s'il m'intéresse, je vais en parler. Quand t'en as un qui arrive, 2, 3, 5, 15, que tu reçois des messages, quand toi tu te dis, bon, moi j'ai monté ce site pour gagner ma vie, et que tu sais que ça rapporte de l'argent, tu réfléchis, tu raisonnes, tu dis, bon, bah, il y a une industrie qui se structure, on va mettre ça en place. Et il y a surtout des gens qui t'écoutent. Ils ont une demande. Donc, tu réponds à cette demande. Donc, en fait, on ne fait pas que prendre un jeu qui est là, le passer devant la caméra et le donner à l'autre. On donne de l'information aux gens qu'ils n'ont pas, auxquels ils n'ont pas accès. Donc, t'appelles ça comme tu veux. Moi, j'ai trouvé un mot il n'y a pas très très longtemps. Ok? Nous avons fait de l'information. Voilà. On a fait de l'information d'influence parce que on avait un jeu, il nous plaisait. Je n'ai quasiment jamais donné mon avis sur un jeu en ligne. Les gens voyaient quand un jeu me plaisait ou me plaisait pas. Parce que on jouait et les gens voyaient, de par notre façon de jouer, si on s'amusait et surtout, si eux avaient la même sensibilité que nous. Donc, ils disaient, ça, c'est un jeu pour moi. Ça, c'est pas un jeu pour moi. C'était ça notre truc. Donc, après, tu qualifies ça comme tu veux. Ouais, passeur, je m'en fous. Moi, j'ai fait mon truc, ça me plaisait. On inventait, on était créatifs, je gagnais ma vie, je rencontrais des gens, on participait à une aventure folle du secteur. Le reste, peu m'importe. Peu m'importe. Et j'ai même une réponse à la question,
Sur le journaliste et le monde du jeu, je la donnerai peut-être quand on arrivera sur ce truc-là. Est-ce que j'ai été clair? Très. Oui, et relativement clair. Tu as utilisé le mot information. Hein. Tu as dit on peut être passeur en passant de l'information. Tout dépend de ce qu'on entend par info. Donc nous, ça va être vérifié, mais ça, on n'est pas dans une enquête. En tout cas, pour l'instant, t'étais pas dans une enquête en disant derrière ce jeu, c'est quoi les conditions de vie des ouvriers dans l'usine. Voilà, t'étais sur de l'information qui est service. Et ça, c'est ce qui constitue quand même beaucoup de nos informations parce que on va pas tout le temps se regarder un grand reportage d'Arte sur tel domaine. Il y a un moment, on a envie de poser le cerveau, on a envie de passer un bon moment, et d'avoir un côté humain. Donc, mais je pense que c'est aussi que c'était des métiers qui n'étaient pas encore structurés, qui à la fois dans le jeu, dans l'industrie que tu as observé, et à la fois dans ce que tu faisais. Donc, c'est difficile de s'observer soi-même, faisant son activité, essayant de la définir à l'époque. Maintenant, encore plus compliqué, mais En fait, c'est pas compliqué. C'est que tu peux en avoir rien à foutre de définir ce que tu fais. À partir du moment où tu as tes valeurs, ta conscience, c'est-à-dire que tu te donnes un objectif. Pourquoi diable je m'observerais en train de le faire? Parce que le temps que je passe à observer ce que je suis en train de faire, je ne fais pas. Alors on peut le faire, c'est une question de curseur. Je peux donner un parallèle avec le vélo que je maîtrise. Je dis souvent, je fais des vidéos de vélo. Faire des vidéos, faire du vélo. J'ai un curseur. Plus je fais de vidéos, plus je réfléchis à ce que je suis en train de faire pour narrer ce que je suis en train de faire. Donc un documentaire, un reportage, ce que tu veux. Je vais raconter une histoire. Moins je fais de vélo. Plus je fais de vélo, moins je concentre de réflexion à ce que je vais raconter dans mon histoire. Donc moi, quand je travaille sur TrickTrack, je comprends ton sujet, ton propos. Moi, je fais un truc. J'ai déjà des milliards de choses qui fonctionnent et qui vont. Je les fais. Je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps de réfléchir aux choses qui me semblent moins pertinentes, moins intéressantes, qui vont me satisfaire de manière totalement égoïste, et je vais rajouter un élément instinctif. D'accord? Parce que pour moi, dans le monde, je vais peut-être verbaliser un truc idiot, mais il y a deux choses importantes dans l'existence d'à peu près tout ce qu'on peut faire ou on peut dire. Tu as l'instinct et la connaissance. Si tu as l'un et pas l'autre, tu vas pas arriver au maximum absolu et total de ce que tu pourrais faire. Mais si tu as les deux, tu vas performer. Et je pars du principe que si tu as l'instinct, c'est mieux que d'avoir que la connaissance. L'idéal est d'en avoir l'instinct et la connaissance. Parce que quand tu as l'instinct, tu sens les choses, tu vas analyser, tu vas tenter de les faire. Là où ça va mal se passer, c'est que tu vas passer beaucoup de temps parce que tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas prendre beaucoup de temps à calculer et réfléchir à pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché. Quand tu n'as que la connaissance, bah, tu sais faire les choses, ok, mais peut-être que tu n'as pas l'instinct de ce qui va déclencher. C'est pour ça que les plus grands instinctifs qui réussissent, ils embauchent ceux qui ont la connaissance et ils les font bosser. Voilà. Moi, je pense que j'avais un peu d'instinct, très peu de connaissances, que je déteste déléguer, et que je me suffisais de ce petit instinct et que j'essayais de faire le mieux possible pour me satisfaire avec l'instinct. Ça ne veut pas dire qu'à aucun moment j'ai réfléchi, mais j'ai parlé du principe qu'il y a des gens qui vont, sur certains secteurs, certaines idées, réfléchir mieux que moi, qu'ils le fassent. C'est là où je reviens. Est-ce qu'il y a besoin de journalistes ou pas? La question ne se pose même pas, en fait. Le journaliste arrive parce qu'il y a un fait, il y a une situation qui demande le journaliste. Le journaliste ne demande pas l'autorisation. Le mec qui va en Syrie ou je sais pas où filmer les mecs, il n'a pas demandé l'autorisation. Il a un besoin intrinsèque à lui d'aller le faire. Donc le journaliste se met en place. Si le secteur du jeu a besoin de journalistes, ils viendront et ils feront le travail. Alors au début c'est peut-être difficile, il va peut-être falloir des gens comme toi qui le font pour montrer la voie. Et c'est super. Mais on ne peut pas reprocher à des gens de pas avoir envie de faire ce travail-là. Parce qu'il y a des milliards de raisons de ni avoir envie, ni avoir besoin de faire ce travail-là. Moi, je veux bien être un passeur. Je m'en fous. On m'a traité d'influenceur primaire ou je sais pas quoi. Je m'en fous. Moi, j'ai fait mon truc. Originel. Moi, je suis égoïste. Je pense à mes besoins. À satisfaire mes propres biais, mes propres fêlures, ma façon de voir les choses. J'interdis à personne de faire un travail différent et mieux, ça ne me dérange pas. Mais, encore une fois,
Je comprends ce que tu dis, ça ne me pose aucun problème. Trick Track aurait certainement pu être fait 1000 fois mieux que ce que j'ai fait. Mais il se trouve que personne ne l'a fait, c'est moi qui l'ai fait. Moi, je suis parti, j'ai laissé les clés. On peut en faire 1000 choses, ça existe encore, mais c'est une autre façon de gérer les choses. La place, elle est libre. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent, mais je comprends ton propos. Hein. Mais ça ne me dérange pas. Formidable, parce que je sais plus de quel propos tu parlais. Non, c'était sur la perception qu'on a de soi-même quand on est dans l'action. Évidemment, moi, je te demande pas de prendre du recul du chercheur en disant qui j'étais et ce que j'en ai fait. Tu feras ton travail si tu as envie de le faire. Il y a peut-être des chercheurs en ludopédagogie, en jeu, qui vont s'emparer de ça, parce qu'en fait, moi, là, je parle au titre aussi de la recherche. Hein, je regarde ce côté-là dans le monde du jeu qui s'est quand même beaucoup structuré ces dernières années et qui apporte une autre dimension sociale, économique, etc. Et au final, moi, j'interrogeais plutôt la figure que tu as pu représenter, pas toi, mais ce passeur, ce journaliste, en tout cas, la personne qui a pu s'incarner avec Trick Track. Et je me dis, qu'est-ce que c'était pour nous qui étions en face? Nous, pourquoi on y allait? Pourquoi on y retournait? Et puis ça, on aimait, ça, on n'aimait pas. Et qu'est-ce que ça a représenté? Alors, je pense que c'est quand même une étape importante qui est celle avant les influenceurs qu'on entend maintenant, mais parce qu'on est déjà, tu es plus âgé que moi, mais on est toujours les vieux cons de quelqu'un, et du coup, on voit que aujourd'hui, on a des gens qui se mettent devant une caméra et qui discutent et qui passent des jeux et qui font plein de choses avec plein de manières différentes et d'engagements différents, et c'était pas le cas à l'époque. Il y avait pas encore tous ces moyens. Donc, ça a été quand même une étape importante quand on regarde le grand public et la connaissance du monde des jeux. Donc, que ça soit un facilitateur pour découvrir tout cet espace-là, je pense que ça a été le cas. Et puis, on verra comment tout ça évolue, puisque c'est un monde qui à la fois du côté économique et de l'intérêt de la société pour le jeu, c'était en 10 ans, là, on voit que ça a quand même aussi pas mal bougé, même s'il y a des choses qui se figent et qu'il est nécessaire après de faire trembler sur ses bases. Oui, d'ailleurs, je peux rajouter, hein, quand je disais passeur, il y avait aussi le côté passer la communication de l'éditeur sans, enfin, la retranscrire telle quelle, quoi. En fait, ce qui me gêne dans la présentation des choses, c'est que il y a le positif, c'est le journalisme. Je n'ai pas après les journalistes. Hein. Et de l'autre côté, c'est négatif. On fait que passer des trucs. Pour moi, il y a un problème parce que les deux peuvent coexister. En fait, tu peux pas. Oui, Tu peux bien pas. sûr. Je suis peut-être. Les gens font ce qu'ils veulent dans les limites de la loi et des biais qui peuvent foutre la merde partout. Mais personnellement, le mec qui a envie de se mettre devant une caméra pendant 30 secondes pour vanter un jeu, il va assumer dans 10 ans le fait que on sera passé à autre chose parce qu'ils ont mis en place un système qui fait que ils vont se détruire tout seuls en fait. J'ai beaucoup réfléchi, malgré tout, je prends quand même du recul, et j'en suis venu ici par pure curiosité en fait, de voir ce qui allait se passer, ce qui allait se dire, parce que j'ai connu, comme tu l'as dit, un secteur qui avait une certaine figure, etc. Et il y en a un nouveau qui est en train de se mettre en place avec beaucoup de discussions. Le seul constat que je fais après avoir discuté pendant 1 an avec des gens à droite à gauche, la seule différence majeure qu'il y a entre quand moi j'y étais et maintenant, ça porte un nom, c'est la précarité. Il y a de la précarité partout. Il y a de la précarité chez les gens qui font les médias, qui parlent, qui s'expriment, qui montrent les jeux. Il y a de la précarité chez les éditeurs. Il y a de la précarité chez les auteurs. En fait, le vrai problème, c'est la précarité. C'est pas autre chose. Et on a des gens qui, à cause de cette précarité, arrêtent pas d'essayer de trouver des trucs qui se lancent dans des choses les plus faciles en fait, parce que ça va de pair avec la facilité maintenant qu'on a technologiquement à avoir accès à des outils auxquels on n'avait pas accès avant. C'est-à-dire qu'avant la photo, quand je dis avant, c'était il y a 50 ans, 60 ans, c'était un art, un art pas forcément majeur, mais un vrai art. Un mec qui allait faire des photos sur un conflit à l'étranger, il revenait, c'était rare. Maintenant avec les téléphones portables, t'en as partout. Tu vois ce que je veux dire, tout ça a été transformé. Et moi, à l'époque de Trick Track, j'ai dépensé 100 000 euros pour un studio de tournage. Maintenant, avec 1 500 euros, tu fais ce que tu veux chez toi. Donc, en fait, quand tu analyses quelque chose, c'est un problème de la nature humaine, ça. Il y a une chose existe pour 100 ou 200 raisons. Toi, en tant qu'être humain, tu vas en détecter 10.
Ce sera pas les mêmes que toi, les miennes. On va en avoir en commun avec l'ego, avec tous les biais qu'on a. On va considérer que ces deux-là me satisfassent, je vais prendre ces deux raisons-là. Mais en vérité, tout ça, c'est 50, 100, 1000 microfacteurs qui se mettent ensemble. Et je comprends la guerre qui est faite aux influenceurs d'un côté. Même moi, je les regarde pas, donc je m'en fous. Je trouve, en fait, je suis malheureux pour eux parce que je trouve ça épuisant. Je trouve que ces gens s'épuisent parce qu'il y a les algorithmes qui les poussent à produire. On a parlé de la charge mentale, mais en vérité, c'est tous ces micro-éléments qui font que tout est différent. Et je comprends que chacun va y défendre son point de vue. Mais moi, je crois que tout peut exister. Hein. Et d'ailleurs, c'est même pire que ça. Le travail de journaliste, c'est peut-être à un moment donné de se dire pourquoi, comment, quel est l'avis de ces influenceurs, comment on en arrive là, et pourquoi les gens pourquoi il n'y a pas 1000 personnes là à nous écouter, pourquoi on n'est que 4, pourquoi personne n'a relayé ton truc, comment ça se fait, est-ce que ça intéresse les gens, est-ce que ça les intéresse pas, et pourquoi ça les intéresse, et pourquoi ça les intéresse pas, est-ce que le problème c'est pas l'objet ludique, parce que en fait les gens c'est un moment de détente dans leur vie, moi j'ai pas envie d'apprendre avec un jeu. Sachant que je sais pertinemment que je dois énormément au jeu parce que j'ai appris quantité de choses avec le jeu, mais pas contraint. Je déteste la contrainte. Si je refuse les journalistes, c'est parce qu'il y a des contraintes journalistiques. Si je me suis barré de Trick Track, c'est que le secteur industriel commençait à me poser des contraintes. Je n'en veux pas. J'ai un trait de caractère particulier. Je me fous des influenceurs. Quand je vois dans la discussion d'un côté le bien les journalistes, de l'autre côté des influenceurs, je suis désolé, je me mets à défendre des influenceurs. C'est plus fort que moi. C'est comme ça. C'était juste le rebond sur d'un côté des influenceurs, les passeurs de plats et les machins. Non, mais je crois que c'est pas vraiment ce qu'il a raconté non plus. Mais après, du côté des journalistes, on ira bien évidemment voir qu'ils sont 34 000 et qu'il y a 34 000 manières de travailler et que régulièrement, on voit les dérives de ce milieu-là et de l'absence de déontologie, d'erreurs ou de choses comme ça qui sont régulièrement pointées du doigt par les Français qui ont à peu près 34% de confiance dans les médias. Hein. Donc, dans les influenceurs et dans Internet, c'est beaucoup plus bas, évidemment. Mais il n'y a pas d'opposition, en fait. C'est un monde qui cohabite. Toi, quand tu travaillais, il y avait déjà des journalistes. En revanche, des journalistes spécialisés jeux société, c'était je crois que les titres avaient déjà fermé, puis ils étaient de temps en temps le top 10 des jeux de l'été, les meilleures ventes, des aspects économiques, un traitement sur une personnalité qui se dénote dans le monde du jeu ou sur un portrait, etc. de créateur. Mais c'est léger, quoi. Et donc, c'est aussi un manque du côté des médias traditionnels, alors que le jeu dans les médias, on a des exemples ici de jeux de société qui sont issus d'émissions de télé. Hein. Quand il y avait 1, 2, 3 chaînes, en fait, le jeu, il est inhérent aux médias. C'est quasiment les médias qui ont inventé les jeux de mots croisés, les jeux de chiffres, etc. Et donc, on se retrouve avec des acteurs qui sont à un moment croisés, mais qui ont pas dit, oh, tiens, on va faire des trucs ensemble ou on va se parler. Mais il y avait le silo des médias avec, de temps en temps, on parle un peu de jeux de société. On parlait peut-être même plus de jeux vidéo à un moment avec les biais qu'il y a eu sur tout le monde du jeu vidéo, évidemment. Et là, on se retrouve avec maintenant des journalistes, des influenceurs, d'autres gens. Tu parlais de précarisation, les journalistes aussi. Hein, c'est 5 ans à peu près la moyenne d'une carrière maintenant, 5-7 ans, parce que les gens arrêtent, ils gagnent tellement peu. Hein. Un pigiste peut très bien vivre sa vie, mais sinon, il est plutôt à 800 €. Donc, à 800 €, c'est compliqué de vivre. Mais il n'y a pas une opposition. Il y a évidemment un certain type de journalisme. En fait, c'est tellement varié et ils s'occupent pas heureusement tous de jeux de société. Donc, on peut avoir encore si on a envie de s'informer, de trouver la manière dont on veut, la ligne éditoriale, le média qui nous intéresse. Hein, je pense que ça, c'est important. Mais on est passé ailleurs là. On est passé dans un truc un peu flexible, dans un maelstrom globi-boulbesque. Mais si les gens veulent utiliser les compétences des journalistes, parler devant un micro, devant une caméra, tout ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Ils le font, puis ils n'ont pas besoin de formation. Puis en fait, ils vont apporter des nouvelles choses, ils vont se corriger si ça marche. Le résultat, c'est le nombre de gens qui vont regarder, puis les gens qui achèteront le journal. Hein. Si personne n'achète le journal, ce qui est le cas en ce moment, hein, les journaux perdent de plus en plus d'argent et donc demain on aura une disparition des titres en papier. Ça sera l'histoire qui sera comme ça. Et puis si c'est pas de bonne qualité, tel influenceur ou autre disparaîtra dans les limbes de l'internet. Donc il y a plus vraiment ça, je pense. Par contre, ça a pu être le cas, notamment sur l'image
qu'on renvoie quand on s'occupe de jeux de société. Mais c'est un peu un autre sujet. Hein. Tu as dit un mot important, je pense, qui est la confiance. T'as dit, je sais plus combien de pourcentage de Français qui ont plus confiance, et tu te demandais pourquoi on regarde des trick-track, etc. Je crois que le vrai truc, c'est la confiance, en fait. Les gens regardent des trick-track parce qu'ils avaient confiance, même si on n'était pas journaliste. Et d'ailleurs, de dire non, je ne suis pas journaliste, et je vais vous expliquer, parce que j'avais expliqué pourquoi je voulais pas être journaliste. Les gens, du coup, ont confiance. Et je crois que c'est la base. À partir du moment où les gens ont confiance et que tu es honnête, c'est-à-dire que tu ne trahis pas cette confiance, les gens, ils t'écoutent, ils te regardent, peu importe ce que tu dis ou ce que tu fais. Il arrive même à un moment où si les gens ont confiance, t'as pas besoin de recouper 3 fois la source. Parce qu'en vérité, quand on te dit ce jeu sort, t'as pas besoin de recouper la source. Il sort le jeu. Mais ça n'empêche pas de faire des choses diverses et variées, parce que moi je me souviens qu'autant de trick-track, on a quand même fait des reportages chez des éditeurs, etc. Mais on avait des problématiques. Il y a aussi une différence, c'est l'ambiance mondiale. L'ambiance mondiale s'est détériorée ces 10 dernières années. Nous, quand le monde du jeu a commencé à se structurer il y a 25 ans, 26 ans maintenant, le monde n'allait pas très très bien, mais on était sur une terra incognita, Internet arrivait, les éditeurs se structuraient, il y a que de la joie, que de l'envie, il y a pas de gens qui arnaquent, il y a que des gens qui parlent avec la même voix, qui vont dans un même sens, avec la même intention. Il n'y a pas encore de gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là pour faire de l'argent. Moi, je l'ai dit, c'était pas pour faire de l'argent, c'était pour nourrir ma famille. Jusqu'à preuve du contraire, même si je déteste le monde dans lequel je vis, je joue avec les règles du monde dans lequel je vis. Je dois payer un loyer, je monte une entreprise, je paye mes impôts et je vis dans la société dans laquelle je suis. Mais tous les gens qui étaient là, même s'ils voulaient de l'argent, ils aimaient une activité et on œuvrait dans une activité où personne ne nous emmerdait. Si tu regardes bien tous les gens qui ont structuré le secteur, ils sont tous à côté de la plaque. Ils n'ont pas suivi les cursus standards. C'est plus ou moins des rebelles, c'est plus ou moins des gens qui sont à part, qui ont des visions étonnantes. Et comme ils sont étonnants, les gens les regardent, les gens les écoutent. Et il y a cette honnêteté qui fait on va les suivre ou pas. Alors peut-être que et donc nous on n'écoutait pas tout le chaos qu'il pouvait y avoir autour. Depuis 10 ans, moi je l'ai vu arriver, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti. L'argent est arrivé, l'industrialisation de masse, je l'ai déjà dit 10 fois, l'industrialisation détruit tout. Encore pire quand c'est de l'œuvre de l'esprit, ça écrase tout. On l'a vu arriver, donc du coup ça attire, c'est de la lumière, il y a des papillons, donc les influenceurs, il y a les réseaux sociaux qui se mettent en place, il y a une espèce de raz-de-marée qui arrive. Tu peux pas interdire aux gens. Warhol l'a dit, on a tous besoin de notre quart d'heure de célébrité. Les réseaux sociaux, ça le permet à faible prix. Donc on y va et ben on fait pas confiance parce que les influenceurs ils arrivent, ils disparaissent, ils repartent, ils vont avoir du mal, ça crée la précarité. Puis il y a des gens, tu vas écouter parce que tu as confiance. Un journaliste, après-moi il fait un bon travail, tu vas avoir confiance. Et si le journaliste il est bon, à mon avis, il va essayer de pas trahir la confiance des gens qu'il a en face. Parce que j'en ai pas après le journaliste, je me gave de documentaires, je me gave de lectures journalistiques parce que j'ai repéré les gens qui disent des choses intéressantes, en qui je peux avoir confiance. Il y a une bataille à l'heure actuelle dans les médias pour le contrôle parce que on le sait, je fais pas gaffe, mais c'est le journalisme, les médias d'information, ça dirige notre pensée et c'est important et grave à la fois. C'est-à-dire que on peut pas laisser faire et dire n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai toujours eu du respect pour les journalistes en disant, même si ça m'arrangeait bien de pas suivre les contraintes journaliste, c'est un putain de vrai métier. C'est-à-dire que tu as une vision, tu as le droit d'avoir ta vision de l'extérieur, mais si toi, en tant que journaliste, tu veux avoir cette vision de l'extérieur, tu dois accepter qu'il y a des gens à l'intérieur qui au foncent. Et c'est à toi de les observer pour leur apporter après comment ça marche, etc. Il y a des gens qui peuvent faire je me sens ni la force, ni l'intelligence, ni l'envie je me sens pas capable de faire tout ça. Je fais au mieux ce que je peux. Voilà. Je sais plus où on en allait, mais voilà, oui, c'était pour dire, tu as dit le mot qu'il faut, c'est la confiance. Tout est une question de confiance. Après, avoir la confiance, c'est compliqué. C'est compliqué et parfois c'est très injuste. Parce qu'on peut être honnête et ça se voit pas, on n'a pas envie de t'écouter. Il y a des études sociologiques qui ont été faites. Il suffit que tu aies une bonne tête, que tu t'exprimes bien, que tu bouges un peu ton corps comme ça et les gens ils t'écoutent. C'est comme ça. Oui, oui. D'ailleurs, tu disais honnêteté, je rajouterais même authenticité, ce qui est la recherche des gens aujourd'hui sur les médias notamment la micro-influence, etc. quoi. Juste un petit point parce que je suis
un peu pointu sur les mots. Tu as dit tout à l'heure que tu avais été traité d'influenceur primaire, etc. C'est influenceur originel, qui est une référence à l'attaque des Titans. Voilà. Mais dans ta bouche, ça ne m'a pas choqué. Hein. J'ai compris. Et encore une fois, et aussi si je suis venu, c'est que je trouve extrêmement intéressant d'analyser l'envie que tu as, que vous avez, ou toi aussi. C'est-à-dire, je trouve ça. En fait, ce qui me titille, c'est de voir la force et l'envie que vous avez, et de voir la perception et la réception qu'ont les gens. En toute honnêteté franchie, je savais qu'en venant, il n'y allait pas y avoir grand monde. Je venais pas cette pareil. Non. J'ai pris énormément de plaisir à venir parce que je voulais te voir, je voulais voir les gens, je voulais écouter. Ça, et je trouve, j'ai rencontré quelqu'un hier, Paul Garin, je la connaissais pas, moi, cette dame. J'ai passé un excellent moment en discutant avec cette personne. Donc, du coup, je vais regarder ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Mais je trouve vraiment intéressant l'idée, les propos. S'il y a des documentaires ou des reportages aussi qui sont faits sur le monde du jeu, je les regarderai avec envie, attention et grand intérêt. C'est évident. Donc merci pour tout ça. Et du coup, j'en profite pour faire un peu l'autocritique, puisque on a appelé ce festival donc le festival des médias ludiques. Et pour rebondir, est-ce que justement ce mot média, ce n'est pas justement un mot refuge qui permet de ne pas choisir entre journalisme et influence, quoi? Ben si, mais c'est le tuyau, le média, c'est le moyen. Donc après, c'est pas très grave que ça soit un fanzine, une affiche ou que ça soit 1000 manières de faire. Il y en a tellement qu'on va découvrir. Donc non, c'est après, c'est aussi, moi je trouve un intérêt que de réfléchir à la structuration. Alors pas forcément par le syndicat, par l'association de médias ou autre chose, mais simplement de dire peut-être que justement pour lutter contre notre précarité dans cette bataille culturelle, dans un certain nombre de choses, serrons-nous les coudes parce que déjà on va se voir, après on va boire un coup s'il y en a qui ont envie de boire un coup, et ça va être beaucoup mieux. Parce que on est quand même dans une société de plus en plus individualiste, notamment quand tu es tout seul à allumer ton téléphone et que tu te filmes et que tu parles de toi, etc., à la troisième personne avec un costume et tout. Et donc, de temps en temps, c'est revenir aussi à l'essence d'un jeu, c'est autour d'une table avec des gens qui partagent. Justement, j'en viens où tu parlais d'avoir fait des documentaires avec Trick Track, etc. Assez passionnant. Moi, je me rappelle de Space Cowboy, je crois que tu avais été filmé. Tu as aussi fait un documentaire, on a déjà parlé, mais sur Fred Henry et donc la santé mentale. Comment tu qualifierais ce documentaire? Est-ce que pour le coup, on n'est pas justement proche d'un travail journalistique? Alors encore une fois, je le disais tout à l'heure, instinct, connaissance. Moi, j'ai aucune connaissance. J'ai tout fait à l'instinct. J'ai envie de faire des choses. Je suis motivé par l'envie de faire des choses que je ne sais pas faire, pour voir si je suis capable de les faire. Ça remonte à l'enfance, à des tas de trucs. On va pas rentrer dans une psychanalyse, mais j'ai envie de faire des choses et je fais ça sur le moment. Je vois. Et l'instinct me dit, là, il y a un truc intéressant, là, il n'y a pas un truc intéressant. Donc, j'avais envie de faire des reportages. En toute franchise et honnêteté, le documentaire sur les Space Cowboys, je trouve que c'est un des trucs les mieux qu'on ait fait de tout Trick Track pendant les 20 ans où j'étais chez Trick Track. Mais pour moi, c'était pas du journalisme. Je voulais raconter une histoire humaine. Parce qu'il y a que ça qui m'intéresse, c'est les êtres humains. Et là, il y avait une histoire humaine formidable, qui était celle de Marc Nunes, de Philippe Moret, il y avait Cyril, enfin bref, il y avait des gens, je voulais raconter ça. Donc, j'ai aucune réflexion. La réflexion vient quand mon instinct me dit, il faudrait que tu fasses ça, là, il y a un truc intéressant. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi, parce que, t'as besoin un peu de réfléchir, en fait. Parce que tu vas t'adresser à des gens, donc il faut que tu déclenches chez les autres, l'intérêt. Si tu veux qu'on t'écoute, il faut que tu comprennes. En fait, les choses marchent quand tu touches à l'universalité. Voilà, tu essayes de faire un truc plus ou moins universel. Plus t'es universel, plus il y a des gens qui vont se reconnaître dans le propos. Donc là, on était dans le monde du jeu. Voilà, il y a un truc à faire. Donc je réfléchis à comment attirer, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me raconte. Moi, je suis très égoïste. Je me dis comment j'aimerais qu'on me raconte ça. Voilà, on en parlait hier. La narration, pour moi, c'est un truc important. En fait, tu prends n'importe quel objet, un livre, un machin, il y a l'auteur, il a envie de raconter quelque chose, et tu dois faire en sorte que ce quelque chose ne soit pas parasité par des éléments extérieurs, etc., pour s'adresser directement à ton public. Donc, je commence à réfléchir, mais je n'ai aucune connaissance, donc je
Je patauge, j'essaye, je mets beaucoup de temps. Là où un mec qui a des connaissances mettrait 1 mois, il me faut 3 mois, mais je m'en fous, je le fais. Je suis très adepte du do it yourself, donc je fais comme je peux, j'intègre toutes les contraintes de ma non-connaissance à l'intérieur et je fais ce que je peux. Voilà, je ne sais pas l'appeler, je laisse faire les autres. Appelle ça comme tu veux. Euh, je me souviens, j'ai eu une expérience musicale, on va aller loin. Dans les années 80, je me retrouve faire de la musique avec un pote. C'est à l'époque où on portait des 45 tours en voiture, voilà. Je me retrouve dans un studio enfermé à Paris avec un mec qui était un vrai musicien, Charles Lecourt, un vrai musicien qui faisait des musiques de film. Je sais pas pourquoi il me prête son studio, il m'aimait bien. Et en 24 heures, j'avais jamais joué de clavier, on fait un morceau de musique. Et il me dit, ouais, c'est pas mal, faudrait le présenter à des gens. Je dis, d'accord, je me déguise en rocker et je vais faire les maisons de disques. Je rentre avenue Montaigne, il y a un mec qui fait de la musique, il produit des disques. Je mets la cassette, il écoute une musique, il fait, ah, c'est pas mal, c'est du, oh, il me sort un nom. Moi, je fais quoi? Je fais, bah oui. Je ne sais pas de quoi il parlait. Mais j'ai dit, bah oui, s'il veut que ça soit ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai fait ça, moi. C'est à lui de mettre le nom qu'il veut. Donc, je mets pas de nom, moi. T'appelles ça comme tu veux. Après, je peux avoir une réflexion sur le nom que tu donnes. J'essaie de comprendre pourquoi tu as donné ce nom-là. Et si, à un moment donné, le nom que tu me donnes, je sens qu'il y a des aspérités désagréables, bah, je parle fort et longtemps. Je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est un format filmé avec des intervenants à qui tu as posé des questions, que tu as préparé, sinon tu leur poserais des questions pas intéressantes et ils répondraient des réponses qui n'intéressent pas le public. Et donc, si ça intéresse les gens, parce que les gens t'en parlent encore et l'ont vu, c'est qu'ils y ont trouvé quelque chose. Après, il y a un début, une fin, il y a quelques canons du reportage, du documentaire, du long format, de ce qu'on veut tant que c'est fait. C'est aussi pour ça, quand on voit des gens qui disent ah moi j'ai peut-être un prototype ou une idée, vas-y montre-moi ton proto, on joue puis après on en discute. Et il y a peut-être pas besoin de tout théoriser comme ça, mais c'est parce que c'est ta marque de fabrique aussi que d'être à côté du moule. Euh, Avant d'aborder une petite question, je voulais justement avoir ton point de vue, toi Martin. Est-ce que tu regardes des médias ludiques? Et si tu en regardes, qu'est-ce que tu en penses, toi, avec ton regard un peu de journaliste, des contenus que tu peux J'en consommer? regarde pas. Je découvre ici aussi beaucoup de choses et un univers qui est un peu passé pour moi sous qui si j'aime jouer, je ne suis pas non plus un passionné, j'en rêve pas toujours la nuit quoi. Par contre, j'aime bien observer les mondes professionnels. Donc là, je sens que il y a des choses mais je l'ai jamais regardé avec le regard du journaliste. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, si je cherche, c'est quelqu'un qui m'explique une règle du jeu, c'est quelqu'un qui me parle d'un jeu pour voir ce que je veux en faire, mais j'y voyais pas l'intérêt de développer des sujets approfondis. Et c'est aussi ce que je découvre, c'est qu'on peut peut-être traiter ce sujet-là qui est fort vaste de plein de manières. On a tous des expériences et des têtes différentes, donc autant en profiter pour faire des choses un peu variées et qu'il y a quand même une variété, mais qui, moi, me semble... j'utiliserai pas la précarisation parce que je l'ai vécu dans le métier, je vois bien ce que c'est, mais plutôt, je reviendrai sur ton idée de... Waouh, c'est du taf, énormément, beaucoup de boulot, parfois plusieurs personnes. On voit qu'une personne derrière une caméra, mais il y en a souvent plein d'autres. C'est souvent bien fait, franchement. Moi, quand je vois des gens qui sont pas des professionnels du secteur, qui parlent bien, se filment bien, font des bons prompts, le disent bien. Enfin, c'est déjà des compétences hyper intéressantes. Mais par contre, ça semble épuisant, quoi. Et en fait, c'est quand même dans plein de secteurs, on retrouve ça. Alors, c'est peut-être l'influence lui-même hein, qui est greffée à tes notifications, etc., qui fait que tu vis dans un état émotionnel assez spécial. Mais faut pas faire ça tout le temps, quoi. Ça a l'air dangereux un peu, quoi, de pratiquer ce sport-là. Donc, je pense que ça nécessiterait après de chercher des modèles économiques. Hein. C'est ça qui est difficile. Là, il y a des aides et en même temps, c'est des pièges à clic et en même temps, c'est un écosystème qui se construit. Mais c'est bien ça. À un moment, faut gagner sa vie quand on fait toutes ces activités-là. Et donc, plutôt comment ça peut se structurer, mais intelligemment, quoi. Évidemment, mais après, ça manque peut-être d'un titre de média ludique qui soit plus grand public. Au vu du nombre de jeux qui sont vendus, c'est dans des boutiques spécialisées, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui sont vendus dans
les centres commerciaux, quand on va voir les gens, tout le monde n'est pas la dernière actualité du monde ludique, mais plutôt sur ce qu'ils ont vu au supermarché, ce qu'ils ont joué en famille à Noël ou des choses comme ça. Et finalement, tous ces gens-là, ils ont pas vraiment accès à ces médias ludiques de niche. Et peut-être qu'il y a un créneau à prendre, mais ne serait-ce que des jeux, des émissions sur les jeux de société, en fait. Là, il y a des émissions qui sont constituées par les jeux. C'est le jeu qui est lui-même une émission, mais par contre, des émissions où on en parle à des horaires grand public, avec des, des experts, etc. Moi, j'en connais pas sur les médias traditionnels, donc c'est peut-être, ils ont peut-être un petit rapport difficile aussi avec ça. Ils avaient des mots croisés dans leur page, ils ont du mal à passer à autre chose, quoi. Oui, oui, on voit dans certains médias, c'est souvent soit l'anglais économique, c'est-à-dire Fred Henry, par exemple, qu'on a parlé, est déjà passé à BFM, mais pour parler de Kickstarter, de finances, de gros chiffres. Donc ça, c'est ce qui va les intéresser. Les BlackRock, les grands groupes, Asmodée est régulièrement cité parce que, au-delà d'être un fleuron français, effectivement, il marque le coup de par les chiffres parfois pharaoniques. Donc ça, les journalistes aiment bien dans les médias traditionnels. Sinon, il y a les marronniers, où là, on va revenir pour parler du jeu comme cadeau, comme objet. De temps en temps, il y a des articles ou des médias qui en parlent, mais c'est dans comment on appelle ça, le lifestyle, c'est-à-dire ça vient s'entrecaser entre l'invention de mamie qui Ouais, et puis séduit. là, excuse-moi de te couper, là, on revient sur même si c'est du côté négatif du passeur, là, c'est un dossier de presse qui arrive à la rédaction. Nous, on a 3 jeux. On dit, il faut qu'on en sélectionne un dans la rubrique. Tu prends lequel? Ah, bah, tiens, celui qui a le dossier de presse que j'ai compris, qui est sympa, puis il y a une petite idée derrière le jeu qui me gratte. Bon, ok, je le fais, mais c'est pas une expertise, quoi, on va dire. Après, faut bien comprendre un truc. Je suis assez âgé, donc j'ai vécu une époque où jouer, c'était un truc de gamin, t'étais débile quand tu jouais. Le médiéval fantastique, personne connaissait. Moi, j'ai joué au Seigneur des Anneaux, le jeu de rôle, me suis avalé la saga de Tolkien. Quand on faisait des résumés de nos parties, les gens nous regardaient, quoi, il y a mis un coup d'épée dans le roche, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on était vraiment un monde à part. On parlait de Spider-Man, de Batman, de Superman, on était une petite poignée. 40 ans plus tard, c'est partout. C'est partout parce que notre génération, elle a pris le pouvoir à un moment donné, puisqu'on est arrivé au poste de commandement. Et donc, tout ce truc d'ultra geek des années 60, 70, 80, c'est devenu mainstream et il y en a partout. Ce qu'on peut constater avec le jeu de société, parce que le jeu de société, moi, quand je suis arrivé dans le secteur et que je commençais à monter Trick Track, j'étais déjà adulte et je prenais les commandes à l'âge où on prend les commandes, c'est-à-dire à 35 ans. Le jeu de société était nulle part. Tu regardais des sitcoms, il n'y avait pas de jeu de société. Maintenant, tu regardes des films, tu regardes des sitcoms. J'ai regardé je sais plus quoi l'autre jour, là, un sitcom sur Apple TV, je sais pas quoi. Dans le fond, bah, il y avait un Dixit, il y avait un Colon de Catane, et il y avait, c'était dans le décor. Donc peut-être qu'il faut attendre 20 ans et parler du jeu de société dans les médias traditionnels, ça sera normal. Et pour en revenir à ce qu'intéresse les gens, tu feras tout ce que tu veux, toutes les manipulations, les chiffres, il n'y a que ça qui intéresse les gens. Et l'argent, pareil, tu ne peux pas t'en détacher. La preuve, c'est que tu achètes un jeu au poids, tu achètes un livre au nombre de pages. Tu mettras jamais 30 € dans un livre de 10 pages, qui est le meilleur livre de tous les temps qui ait jamais été écrit. Parce que je mets pas 30 € dans 10 pages. Pareil pour le jeu. Et donc, forcément, ce qu'intéresse les médias, bah, c'est quelqu'un qui va générer beaucoup d'argent. Parce que le monde est fait comme ça. T'auras beau faire, mais encore une fois, je déteste le monde dans lequel on vit, mais détache-toi du fait de gagner de l'argent. Fais des jeux si tu as envie de faire des jeux. Si personne n'y joue, tu t'en fous en fait. J'avais longtemps vécu dans le monde underground de l'art. Quand j'étais jeune, on faisait des expositions, on était élite, on s'en foutait. On faisait nos trucs, on se roulait dans du sang, on faisait des trucs dégueulasses à poil. On était 20, on se marrait. Il y a des photos, il y a des Ouais, il y a des photos. photos, on s'en fout en fait. Après, effectivement, tu fais ça quand tu as 17, 18, 20, 22 ans. À 24, tu as un loyer à payer, t'as papa, maman te mettre dehors, tu as des enfants. C'est compliqué, on est broyé par le truc. Mais voilà, tu sais, moi, en fait, encore une fois, que la télé parle pas de mon loisir, je m'en fous, quoi. Parce que en vérité,
Dans tous les loisirs, j'en ai pratiqué beaucoup, tout le monde est persuadé que son loisir est le meilleur du monde. Voilà. Dans le sport, le mec qui fait du rugby pense que le rugby, c'est la famille, les amis, on est ensemble, c'est mes valeurs. Dans le vélo, ils disent pareil. Et en vérité, le seul lien, c'est les êtres humains qui le pratiquent. On a besoin de sujets de conversation. Là, on a des sujets de conversation. Moi, si je suis là, c'est pas le jeu. Ce qui m'intéresse, je te connais pas, on discute. Je te regarde me parler, je vois comment tu réagis, ça m'intéresse. Je vais chercher un peu plus loin, je dis des trucs, je monte le ton, je le baisse, je vois. C'est ça qu'on cherche. Alors évidemment, on doit manger. Évidemment, quand on aime journaliste, on aime les médias, on se dit pourquoi à la télé on parle pas. J'ai toujours été surpris qu'on invite un mec qui vend 50 000 exemplaires d'un bouquin. On fait 50 000, on n'invite pas un mec qui vend 5 millions de jeux. C'est un auteur aussi. Pourquoi on l'invite pas? Pourquoi le secteur ludique dit pas ouais mais lui il vend 5 millions de jeux là, le monsieur il a fait un jeu, ça se vend partout 5 millions d'exemplaires mon gars. Au final je me dis ils sont cons et je m'en fous en fait. Je sais pas pourquoi je disais ça mais je l'ai dit. Non, mais ce qui est vrai et intéressant, c'est que si on regarde d'autres industries culturelles, la musique, moi je travaille dans des radios musicales, etc., où tu dois faire de la programmation. Bon, tu reçois je sais pas combien de titres par jour. À l'époque, on recevait des CD, des vinyles. Après, c'était des mails et puis du streaming. Mais ce sera toujours le même qui ira représenter les chanteurs français dans un après-midi dans une émission de grand public sur un canapé rouge ou sur une petite chaîne de télé qui monte, etc. Donc c'est évidemment dans cette masse pourquoi la prescription journalistique elle va sur cette chose. Ça c'est la hiérarchie et on peut la bouleverser, on peut tout ce qu'on veut, mais souvent, comme tu l'as dit, ça va être quand même une ligne éditoriale qui rapporte le plus dans le secteur là. Et puis on va essayer d'en parler ou qui a disrupté un peu le milieu le plus puissamment possible. Mais c'est la même chose dans les autres industries. Il y a celui qui aura derrière lui une grosse machine, de la communication, un attaché de presse qui te rappelle, qui dit moi le jeu c'est le mieux, c'est le meilleur. Tiens, fais-le 10 fois, ceci, cela, qui t'envoie un exemplaire. Bon, il y a un moment tu dis ok, on va en parler. Hein. Le mec qui m'a laissé un prototype dans ma boîte aux lettres et puis qui m'a dit c'est le prochain super jeu, je vais moins lui accorder de temps. Mais ça, c'est le lot des journalistes où on va devoir choisir dans ces multiples sujets. Et je pense que là où on peut reconnaître la primeur de Trick Track sur un certain nombre de choses, c'était aussi de temps en temps de se dire tiens, il y a ça. C'est pas forcément. C'est le jeu dont on parle et puis moi je vais vous en reparler un peu différemment. Plus fort, moins fort, etc. T'as compris? Mais c'est plutôt de dire, tenez, je vous montre ça. Ah tiens, ça c'est pas vu ailleurs. Et en fait, c'est parce que j'ai rencontré un type, il m'a montré son jeu au bar et puis j'ai trouvé ça bien. Donc il faut trouver le juste milieu parce que évidemment l'industrie, elle a aussi sa communication et ça va faire comme dans les autres industries culturelles, c'est-à-dire que une réussite va masquer plein d'auteurs, etc. Donc c'est là où il faut être vigilant avec notamment l'arrivée de l'IA dans ce monde de la création qui fait que pour les illustrateurs ou les auteurs, il y a un moment, on va peut-être avoir une revalorisation des vraies histoires, comme dit, des vrais gens et des trucs qu'on comprend plutôt que des espèces de choses automatiques qui font que ton jeu, si c'est sur les Vikings, les Indiens ou le traitement des déchets dans une ville, ça sera pareil pour l'industriel. Il va vendre sa mécanique et puis peu importe le sujet, quoi. Non, il y a bien d'autres choses intéressantes, mais on est limité dans le temps, mais il y avait plein d'autres sujets comme l'entre-soi, qui je pense est aussi un sujet quand on est journaliste ou dans le monde du jeu, quand on veut parler jeu. Mais je voudrais finir sur la précarité, en tout cas la difficulté à financer finalement ces médias. Tu disais le changement, c'est qu'actuellement il y a peut-être plus de médias, mais ils sont beaucoup plus pauvres ou ont plus de difficultés à se financer. Et moi, je pensais à Mediapart, qui est un média donc journalistique pour le coup, qui a prouvé qu'on pouvait se financer par les abonnements, et surtout que quand une enquête est forte, quand on sort un bon papier, ça fait des abonnés. Qu'en fait l'enquête finance l'enquête. Est-ce que ça pourrait marcher pour le monde ludique? Parce qu'on en a parlé hier dans une table ronde, il y a de plus en plus d'affaires sociétales qui s'entrechoquent avec le secteur ludique. Donc, à mon sens, il y a besoin d'un traitement journalistique pour traiter de ces affaires sociales ou sociétales.
Et donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle économique et pourquoi il s'impose pas finalement dans le monde ludique? Alors déjà, il s'impose pas dans le reste des médias, hein, c'est-à-dire que c'est quand même une exception Mediapart. Il y a des pure players, hein, donc des médias qui n'ont qu'une présence en ligne, qui réussissent très bien, hein. Il y a Vert, par exemple, le média qui travaille sur l'écologie, qui est assez récent, mais c'est l'exception qui confirme la règle que c'est compliqué, que ça se casse la gueule, qu'ils font des appels à dons, qu'ils font quand même tout un tas de choses qui montrent que c'est difficile de boucler ces fins de mois du côté des journalistes qui travaillent sur ces propositions-là. Après, sur le fait social, moi je le vois avec un autre sujet qui est le sport. C'est rarement les journalistes de sport qui traitons les affaires de dopage. C'est ça le lien entre rugby et cyclisme. C'est l'EPO, c'est pas les gens. Toi, tu dis n'importe quoi. On ne laisse pas un journaliste de sport traiter l'affaire de dopage, sauf s'il est vraiment spécialisé et tout, parce qu'en fait, il a trop d'acquaintance avec les gens. Et c'est compliqué de parler d'un sujet, d'un écosystème, d'un système, si on en fait partie. Ça peut être plus simple parce qu'on a accès direct à des sources, mais par contre, il faut à un moment savoir s'en extraire ou dire, ok, moi, si je révèle telle situation de violence, de harcèlement, telle problématique environnementale liée à telle usine ou telle fabrication, euh, il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont très belles à montrer, qui sont pas peut-être que des enquêtes type Mediapart, où là, on va gratter quand même où ça fait mal, hein. Ils ont de grosses enquêtes politiques ou financières parce que c'est là où il y a quand même et de l'argent et ça intéresse dans notre hiérarchie de l'info et notre cible de l'info pas mal les gens, hein. Mais sur je pense que ça serait peut-être un peu court sur l'industrie ludique et au risque d'avoir que ce regard-là, quoi. Parce qu'il faudrait quand même dire, putain, eux, il est parti tout seul avec une belle aventure, il a monté une boîte, ça a fait ça. C'est quand même pas mal à raconter, je trouve. Parce que peut-être qu'en allant interroger les gens, ils ont aussi d'autres regards, un autre regard critique, d'autres aspects. Mais je crois que ça serait quelque chose qui devrait être complété, en fait. Donc, tout seul, je suis pas sûr que ça puisse être intéressant. Ça serait des belles piges pour d'autres médias grand public sur ces questions-là, mais je sais pas si ça suffirait, quoi. Et après, sur les modèles économiques, il y a tout qui est à inventer, en fait. Là, maintenant, les gens, ils sont prêts à te payer toi-même, tu mets ta cagnotte toi-même. Enfin, il y en a, ils mettent des cagnottes pour les autres, puis après, ils les mettent dans leur poche, tu vois, mais il y en a, ils font des cagnottes pour essayer de vivre. Et du coup, c'est presque payer directement le journaliste. Et lui, t'as confiance, c'est lui, tu lui donnes 15 balles par mois. Et si, en fait, t'es nombreux. Enfin, voilà, il y a plein de manières de faire. Et on est un peu au début de tout ça. Et un petit peu comme on a vu avec les levées de fonds, hein, dans le monde du jeu, ça peut aller loin après, hein. Il a tout dit, je pense, parce que la question, c'est, en fait, tu payes pour un service. Combien de personnes vont payer par le service d'avoir une information parce que là, les influenceurs ont du mal parce que bah, le service, il peut être fait par n'importe qui, n'importe comment. Une fois que tu l'as eu, il dure 35 secondes, tu vas pas payer le truc. Les gens payent Mediapart, en plus parce que les sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont universels pour faire des posts régulièrement sur tout un tas de trucs, le jeu, le vélo, la politique, etc. J'ai vu que quand, par exemple, tu parles politique, il y a plus de réactions que quand tu parles jeu. Ce qui veut dire que quand tu es Mediapart, que tu fais des enquêtes politiques, tu vas plus intéresser les gens qu'un truc dans le monde du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la question, c'est ça, c'est, on paye pour un service. Voilà. Donc, si je te donne 5 euros par mois, c'est malheureux, hein. Euh, que- Moi, je prône la disparition du salariat. Je suis pour le revenu universel. Si on doit pas chercher à gagner sa vie, on va tous faire que des choses qui nous plaisent avec honnêteté et transparence. Donc, tant pis. Si ton enquête, elle met 6 mois, tant que ton loyer il est payé parce que tu as le revenu universel, tu vas le faire. Tu vois, et tu vas toucher 20. Parce que là, le problème, c'est que ton revenu va être lié au sous que les gens te donnent, et pour avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir vivre, il faut que beaucoup te donnent, et pour toucher beaucoup de gens, il y a des choses que tu vas t'interdire et des choses que tu vas faire. Tu vas être soumis au même problème que les industriels du jeu, par exemple, qui vont te sortir tout le temps le même jeu parce qu'ils veulent tous gagner de l'argent. Donc là, est-ce qu'il y a assez de gens dans le monde du jeu qui vont estimer que ce que tu leur dis, ça vaut 5 euros par mois? Tu vas avoir une petite frange, tu vas avoir tes 300 euros que tu as tous les mois, mais c'est rien, quoi. Parce que déjà, pour avoir 300 euros à 5 euros par mois, ça veut dire qu'il y a 600 personnes qui te donnent. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 600 personnes. Ouais, ouais, 60. Parce qu'il y a... bah, bref, c'est compliqué, quoi.
Je pense qu'on a fait un peu le tour, mais j'ai du coup une dernière question subsidiaire pour Monsieur Fall. Quand tu étais chez Trick Track, est-ce que tu as eu connaissance, par exemple, d'une affaire ou d'un sujet important que tu n'as pas voulu ou que tu n'as pas pu traiter? Non, la seule affaire importante où j'ai dû prendre des pincettes, c'est quand on nous a signé au tribunal avec 1 million d'euros de demande de dommages d'intérêt là, avec les avocats, tout ça. T'es obligé de un peu, bon, j'ai pas pu fermer ma gueule complètement puisque je j'ai communiqué, voilà, et puis on s'en est sorti. Mais non, non, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était une ambiance particulière. Il y a les gens un peu sensés. Moi, je parle, je bouge, je m'exprime, j'ai pas peur de m'exprimer. Donc, les gens intelligents ont compris tout de suite à- comment je réagissais. Et donc, ils faisaient attention. Je n'ai, quand un éditeur voulait me faire quelque chose ou dire quelque chose qui allait pas dans le sens que moi je voulais, ça se passait pas très bien pour lui. Donc du coup, il y en a un ou deux qui ont essayé, mais ça s'est arrêté. Et donc du coup, j'ai jamais eu de pression. Et ensuite, je n'ai jamais vu d'affaires sensibles où je me suis interdit d'en parler. C'est d'autant moins que si on fait référence aux affaires dont tu as mis en avant ou dont on parlait off, etc. Ce sont des affaires auxquelles je suis très sensible et je pense que j'espère que on sait pas, hein, mais enfin, je pense que j'aurais agi, en fait, j'aurais dit quelque chose. Mais ça c'est jamais arrivé. Encore une fois, le secteur était plus petit. L'intention de tous les gens qui étaient là était, ils avaient qu'une idée, c'était développer une industrie, en fait, un secteur, une activité. C'était bon enfant, en fait. C'était des gens, des potes qui faisaient des trucs. Donc, non, ça m'est jamais arrivé. Ben, merci beaucoup et merci Martin et merci Monsieur Fall. Eh ben merci pour l'invitation et on peut souhaiter longue vie au Festival des médias ludiques. On viendra pour voir les évolutions de tes anciens confrères, non, des gens qui ont fait la même chose que toi.